Moi, mon métier, c'est de faire justement une médecine de terrain. Et quand je prends en charge des patients qui ont un cancer, ben c'est très clair. Quand je fais certains bilans immunitaires en particulier, donc des bilans du système immunitaire, quand le système immunitaire est bon, je me rends compte que c'est des patients qui ont des cancers moins évolutifs. Ça, c'est vrai, il y a vraiment un parallèle évident. Donc voilà, peut-être on aura un cancer parce que notre génétique nous y prédispose ou parce qu'avec l'âge, on finira par avoir des cellules cancéreuses quelque part. Mais si on a un bon terrain, ben, ce cancer, au lieu de flamber, au lieu d'échapper, il progressera plus lentement, on aura le temps de le dépister, on aura le temps de le soigner. Donc c'est vraiment important. Et vous ne pouvez pas agir sur tous les facteurs de prévention. Par exemple, la pollution, ben, vous pouvez agir en tant que citoyen, par vos votes, etc., par vos actions, comme le fait l'IPSN. Mais par contre, au niveau individuel, bon, on peut porter des masques, on peut faire des choses, mais là où vous pouvez évidemment agir en numéro 1, c'est l'alimentation. Et l'alimentation, j'espère que personne ici ne pense que l'alimentation ne joue pas un rôle très important. Moi, je suis toujours un peu peiné de voir le peu de communication qu'il y a à la télé sur ce domaine. Parce qu'en France, on n'a pas trop le droit de dire que tel aliment, c'est pas bon. Par exemple, les grands spécialistes de la nutrition disent qu'il faut manger de tout. Il ne faut jamais dire aux gens qu'on n'a pas le droit de manger ça ou qu'il ne faut pas manger ça. C'est absurde. On peut pas, bien sûr, si vous mangez une fois de temps en temps des frites ou des barres chocolatées, ce n'est pas grave. Mais si vous mangez tout le temps un aliment qui est mauvais pour la santé, ça va jouer un rôle. L'Académie de médecine a clairement dit, déjà il y a quelques années en France, 30% des cancers sont liés à l'alimentation. Donc c'est déjà beaucoup. Et c'est le chiffre minimal, parce que certaines études, là, vous voyez une étude qui a été publiée en 2004, eh bien, pour ce spécialiste, le suivi des règles diététiques permettrait de réduire de 60 à 70% l'incidence de certains cancers. Alors du sein, du côlon, de la prostate, c'est très très lié à l'alimentation, ces trois cancers, mais même le cancer du poumon, dont vous savez tous qu'il est essentiellement lié au tabac, bon, il y a un peu l'amiante, et encore l'amiante, c'est la plèvre, enfin, il y a un peu à la pollution, mais on va dire que c'est quand même le tabac d'abord, et bien même l'alimentation sur le cancer du poumon joue un rôle important, et si vous mangez mieux, ou si vous avez une meilleure hygiène de vie, eh bien, avec le tabagisme, vous aurez quand même moins de cancer. Vous voyez, comme quoi le terrain joue un rôle très important, et que l'alimentation joue vraiment un très très grand rôle. Donc l'alimentation, agir sur son alimentation peut réduire de 30 à 60% le risque de certains cancers, et c'est évidemment plus efficace que l'arrêt du tabac. Alors évidemment, si on fait les deux, c'est mieux, évidemment. Voilà, donc ce qui est vrai pour l'apparition d'un premier cancer est tout à fait vrai pour la récidive. On a un certain nombre d'études, je n'en parlerai pas aujourd'hui, enfin, il y a un sujet dont je ne parlerai pas, je vais juste vous l'évoquer, mais par exemple pour le risque de récidive, il a été démontré que les deux traitements les plus efficaces, devant tous les médicaments, statistiquement, dans les statistiques, ce qui donne le meilleur résultat avant les traitements, des traitements hormonaux par exemple dans le cancer du sein qui réduisent le risque de récidive, les deux traitements les plus efficaces, c'est l'activité physique régulière et le lien social. Bon, voilà. L'alimentation, par exemple, peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler, ou si vous avez forcément entendu parler, parce qu'on a une actrice américaine très connue qui a parlé de son problème de gène. Vous savez qu'il y a un gène qui favorise le cancer du sein, qu'on appelle le BRCA1 ou BRCA2. Et effectivement, un des traitements préventifs, c'est d'enlever les seins, parce que les femmes qui ont ce gène ont 80% de risque de faire un cancer du sein, ce qui est quand même très très élevé. Eh bien, il y a des études qui ont montré que si on changeait son alimentation, son hygiène de vie, on pouvait réduire ce risque de 75%. Donc le risque est réduit de 75%, donc on retombe à 20, 25%, 30% de risque de faire un cancer. C'est énorme, alors que le gène n'a pas été touché, évidemment. Donc ça montre qu'on peut même agir sur l'expression de nos gènes. C'est-à-dire si on a des gènes de prédisposition, par notre hygiène de vie, on peut agir sur l'expression du gène. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique, c'est-à-dire que la génétique n'est pas définitive. Le gène de prédisposition pour une maladie, il peut s'exprimer ou ne pas s'exprimer suivant les conditions dans lesquelles on vit. Alors on va parler, alors je vais être, c'est sûr, sur une soirée comme ça, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais vous mettre en évidence les 5 éléments les plus importants qui jouent un rôle sur l'apparition du cancer ou sur sa récidive. Et puis après, on verra les aliments que l'on peut manger, au contraire, pour nous protéger. La cuisson. Alors, je ne les ai pas classés dans un ordre d'importance. Je vous le dis tout de suite. Je vous dirai quel est celui le plus important, mais je ne l'ai pas mis en premier volontairement. La cuisson, c'est cancérigène. D'accord ?
n'y a pas de discussion. Les Américains, la FDA, donc le système de santé, ce qu'on appelle la Food and Drug Administration, le système de santé américain, a classé le barbecue cancérigène. Et je dis toujours à mes patients, vous avez le droit de faire des grillades, hein, moi j'en fais de temps en temps, hein, mais quand on ne sait pas que quelque chose est dangereux, on le fait sans prendre de précautions. Si vous ne savez pas que c'est dangereux de traverser la route en dehors des clous sans faire attention, vous risquez de vous faire écraser. Si vous faites très attention, même si vous êtes en dehors de clous, peut-être que ça se passera bien. Puis vous ne le ferez pas souvent, puis vous le ferez, voilà. Donc c'est pareil pour le barbecue. Moi je connais des gens, ils font du barbecue l'été, midi et soir, pendant 3 mois, quoi, voilà. Et ça, je suis désolé de dire que malheureusement c'est à risque. Parce que la cuisson à haute température, et surtout le barbecue, mais aussi les fritures, toutes les cuissons à haute température, vont produire des molécules qui ont toutes des noms barbares. Donc voilà, ça fait bien les amines hétérocycliques, les hydrocarbures polycycliques. Vous allez pouvoir dire ça maintenant dans vos conversations, ça va être assez facile à placer, vous imaginez. Les acrylamides qu'on trouve beaucoup dans la croûte de pain, parce que la cuisson au four aussi crée des produits cancérigènes. Et ça, c'est des produits qui sont officiellement classés cancérigènes. Ce n'est pas une vue de l'esprit d'un homéopathe, hein. C'est officiel. Si jamais à un moment donné, je vous dis quelque chose qui est vraiment mon point de vue, c'est-à-dire mon impression, je vous dirais ça, c'est mon point de vue. Mais tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, et ce que je vous dirais à 90%, c'est de la science pure, c'est-à-dire que c'est prouvé, on a des études, hein, c'est des choses tout à fait claires. Les corps de Maillard, c'est aussi la caramélisation. Donc, tout ce qui est caramélisation, les corps de Maillard, c'est cancérigène. Alors évidemment, quand vous en mangez un petit peu, c'est pas grave. Hein. Sinon, comme vu la quantité de pain qu'on mange en France depuis des siècles, tout le monde aura un cancer. Ça dépend de votre terrain, ça dépend de plein de choses, puis ça dépend de la quantité. Et ça dépend de ce que vous faites à côté. Mais évidemment, quand vous multipliez les molécules toxiques, c'est embêtant. Et ça dépend pourquoi. Par exemple, la cuisson, c'est spécialement cancérigène pour l'intestin, parce que c'est la muqueuse intestinale qui est la première en ligne de mire de ces molécules toxiques. Et c'est dose dépendant, bien sûr. Donc on a le droit de se faire un barbecue de temps en temps, une bonne côte de bœuf. C'est mieux quand c'est au sarment de vigne que quand c'est au charbon de bois, mais sinon ça se fait très bien. Et la cuisson va aussi créer d'autres molécules, et surtout les graisses trans, et je vais vous en parler un tout petit peu plus tard. Donc la cuisson, c'est sûr qu'il est préférable d'avoir des cuissons douces, des cuissons à la vapeur, des cuissons à l'eau, de cuire les aliments sans les agresser. Donc on va essayer de réduire, j'aurais dû peut-être mettre plutôt réduire que supprimer les fritures et les grillades. Ça dépend, parce que si vous avez des polypes du côlon, par exemple, vous savez que les gens qui font des polypes au niveau du côlon auront plus de risques de faire un cancer un jour. Donc ces gens-là ont intérêt à moins manger de friture que les autres. Ou si vous avez eu malheureusement dans votre famille proche quelqu'un qui a eu un cancer du côlon, on sait que c'est un cancer très génétique, très génétiquement prédisposé. Et les gens qui ont eu des cancers de côlon dans la famille ont intérêt vraiment à réduire drastiquement les fritures et les grillades. On va limiter les cuissons à la poêle et au four, tout ce qui est cuit à très haute température, et on va donc favoriser les vapeurs, l'eau et pourquoi pas le cru, bien sûr, pour ceux qui aiment le poisson cru et la viande crue. Les cuissons à la cocotte sont moins problématiques, mais au-delà de ce que vous cuisez vous-même, il y a aussi ce que vous achetez cuit à haute température. Et la pire des choses dans ce domaine, c'est les viennoiseries, la biscuiterie, qui sont des produits qui ont vraiment plusieurs risques. Et un de leurs risques, c'est ces fameux corps de Maillard. Tout ce qui est caramélisé, ce qu'on appelle donc tout ce qui est brun, hein, dans la biscuiterie en particulier, sont des corps de Maillard. Donc on peut en manger, j'en mange, il ne faut pas se prendre la tête et devenir obsessionnel, comme on dit maintenant dans notre... on parle d'orthorexie, les gens qui mangent de façon tellement obsessionnelle et précise qu'ils ne vivent plus. Mais il faut connaître ça pour ne pas en abuser. Le deuxième point, parce que la cuisson reste quand même un élément qui n'est pas le plus important, hein, dans ce domaine. Le deuxième point, ce sont les lipides. Probablement, j'ai tendance à dire que le premier critère de choix d'un aliment, c'est sa teneur en graisse. Est-ce qu'il y a des bonnes graisses ou des mauvaises graisses? Aujourd'hui, on sait que un des critères qui favorise les plus grandes maladies de civilisation, que sont l'obésité, le diabète, le cancer et les maladies cardiovasculaires, toutes ces maladies qui sont donc les maladies les plus fréquentes et dites maladies de civilisation, c'est le rapport entre les oméga 3 et les oméga 6. Vous avez certainement entendu parler
des oméga 3, des graisses qu'on trouve dans le poisson, dans certaines huiles, qui sont, on va dire, les bonnes graisses. Les oméga 6 ne sont pas forcément mauvaises, mais certaines le sont. Et c'est surtout le rapport entre les deux. Et c'est impliqué dans toutes les maladies que je viens de citer. Donc c'est vraiment pour ça que je dis, la teneur en graisse, c'est un des critères. Et je ne suis pas contre le fait que les aliments soient gras. Ça dépend si les graisses sont bonnes ou pas bonnes. C'est ça qui est important. Alors, on va voir lesquelles, bien sûr. Donc, il y a les graisses saturées. Les graisses saturées, c'est les graisses qu'on va trouver beaucoup, surtout dans les produits animaux ou dans les produits cuits. Quand c'est cuit, c'est souvent saturé. C'est pour ça que la cuisson est également pas très bonne. Et là, on sait que trop de graisses saturées augmente le risque de cancer, c'est connu depuis longtemps. Mais certains oméga 6 ont aussi un rôle négatif sur l'apparition du cancer. Et comme je vous le disais, le rapport oméga 3, oméga 6, quand il est mauvais, c'est-à-dire quand il y a trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Pour que vous ayez une petite idée de la situation, parce que, évidemment, vous n'allez pas, demain, commencer à calculer vos repas avec une calculatrice en disant, bon, alors, il faut que je compte dans mon assiette, est-ce que j'ai des oméga 3, des oméga 6. C'est assez facile hein, d'améliorer le rapport oméga 3, oméga 6. Je vais vous donner les éléments dans quelques instants. Mais pour que vous ayez une petite idée, le rapport officiel qui serait bon pour la santé, c'est 1 pour 4. 4 oméga 6 pour 1 oméga 3. Aujourd'hui, la moyenne de la population française est 1 pour 20. Et certaines personnes, quand ils ont des alimentations très modernes, sont à un rapport 1 pour 60. Et qui a le plus mauvais rapport dans son alimentation? Nos adolescents. Parce qu'on trouve beaucoup de ces oméga 6 dans le pain de mie, dans la biscuiterie, dans la viennoiserie. Voilà, on trouve beaucoup. Et d'où viennent ces oméga 6 en excès et que nos adolescents consomment beaucoup? Eh bien, ça vient de l'huile de palme. L'huile de palme, c'est beaucoup d'oméga 6. Vous savez, on a eu beaucoup d'articles sur les méfaits de l'huile de palme, sans parler des effets écologiques, sur le fait qu'on rase des forêts pour mettre des palmiers, pour pouvoir faire de l'huile de palme en grande quantité, parce qu'elle ne coûte pas cher à produire et que c'est bien pour l'industrie alimentaire. Bon, malheureusement, il vaut mieux une pâtisserie au beurre qu'une pâtisserie à l'huile de palme. Et l'excès de graisse trans. Alors, graisse trans, je vais vous en reparler un petit peu après, donc je ne vais pas vous expliquer ça tout de suite. Bien sûr, dans l'autre sens, il faut augmenter sa consommation d'oméga 3. Les oméga 3, on en trouve dans le poisson, et on ne consomme pas toujours assez de poisson. Et surtout, on en trouve dans les bonnes huiles. Et ça, c'est très important parce que c'est facile. On met tous de l'huile sur nos plats. Pour la cuisson, que les choses soient très claires, l'huile numéro 1 à utiliser pour la cuisson, c'est l'huile d'olive. De toute façon, une fois que l'huile est cuite, on a détruit les oméga 3. Donc, ce n'est pas la peine de mettre des huiles riches en oméga 3 pour la cuisson. L'huile d'olive, elle est bien parce que c'est de la monoinsaturée. C'est vraiment l'huile numéro 1 pour la cuisson. Et je dirais que l'huile numéro 2 pour la cuisson, c'est l'arachide. Ça, c'est pour les gens qui n'aiment pas le goût de l'huile d'olive. On peut utiliser l'huile d'arachide. L'huile d'arachide n'est pas mauvaise, elle n'a juste pas d'intérêt nutritionnel. Mais pour la cuisson, de toute façon, ça a pas, à la fin, l'huile n'aura pas beaucoup d'intérêt. En ce moment, il y a une petite mode, c'est l'huile de coco. Effectivement, l'huile de coco, ça peut être une huile intéressante, mais elle est chère, elle est particulière, donc on va passer un petit peu. Par contre, comme je vous l'ai dit, les meilleures cuissons, c'est les cuissons à l'eau, à la vapeur, donc on ne met pas d'huile. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre de l'huile, par contre, et il faut manger l'huile, hein, c'est très important pour notre santé, l'huile, y compris pour les bébés d'ailleurs. Et donc il faut mettre de l'huile, mais de préférence de l'huile crue qu'on va rajouter sur nos haricots verts, sur le riz, sur nos salades évidemment. Et là, on va utiliser des huiles riches en oméga 3. Alors vous en avez tous entendu parler, c'est l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de soja éventuellement, ou aussi on trouve dans un peu les grandes surfaces, mais surtout les magasins diététiques, des huiles mélangées avec plusieurs graines qui ont un bon rapport oméga 3, oméga 6. Et ça, c'est vraiment des huiles que je vous recommande d'utiliser au quotidien, au moins le soir, parce que les oméga 3, il faut les consommer le soir. Et ça ne coûte pas très cher. C'est des huiles qui coûtent plus cher, évidemment, qu'une huile de sieur, excusez-moi pour la marque, ou une huile de tournesol ordinaire. Mais voilà, prenez des huiles riches en oméga 3, biologiques. Je ne suis pas un ayatollah, excusez-moi aussi pour ce mot, un fanatique absolu du bio. Il y a les aliments les plus importants pour le bio, c'est simple, c'est les aliments qui sont gras. Pourquoi? Parce que les pesticides sont lipophiles, ils se fixent aux graisses. Donc plus un aliment est gras, plus il y aura de pesticides. Donc c'est vrai pour les huiles, c'est vrai pour le beurre et c'est vrai pour les œufs.
Donc ça, c'est les 3 aliments qu'il faut essayer de prendre bio. Et si on regarde bien, honnêtement, la différence de prix n'est pas importante. Pour les légumes, les fruits, bon, après, on peut dire que c'est mieux, évidemment, mais on peut les laver, voilà. Et puis après, il y a une question de coût aussi. Et aussi, si vous prenez des aliments complets, quand vous prenez du riz complet, il vaut mieux qu'il soit bio, parce que quand c'est complet, on a la coque, et la coque, c'est elle qui retient aussi les pesticides, qui d'ailleurs est grasse, vous savez, puisqu'il y a de la vitamine E dans la coque. Voilà, donc le plus important n'est pas d'augmenter les oméga 3, le but n'est pas d'en manger beaucoup, c'est pour ça que je dis que ces bonnes huiles riches en oméga 3, ça ne coûtera pas très cher, parce que vraiment c'est abordable, on a besoin d'une cuillère à soupe par jour, par personne, pas, voilà. Mais il faut essayer de réduire les mauvais oméga 6, on va refaire la liste. Donc les oméga 3, poisson, manger 3 fois par semaine du poisson, voilà, ça c'est le bon conseil de base. Une fois par semaine au moins, il faudrait que ça soit des poissons gras. Et le meilleur poisson gras, honnêtement, si on prend tous les critères, y compris l'argent, c'est la sardine à l'huile d'olive, la sardine en boîte, ou le maquereau, ou même les harengs, etc. On trouve des choses très sympas maintenant en boîte. Et ce sont vraiment les aliments les plus simples à consommer pour avoir des oméga 3. Parce qu'ils sont assez sains, ils ne sont pas chers, ils sont faciles à avoir, ça ne sent pas mauvais. Voilà. Après, il faut aimer, bien sûr. L'huile de colza, je vous l'ai dit, les mélanges d'huiles riches en oméga 3 et certaines huiles un peu particulières comme l'huile de noix, l'huile de cameline, l'huile de chanvre, voilà, qu'on peut trouver. Il y a aussi les graines de lin qui sont intéressantes. Je ne vais pas vous expliquer ce soir comment on consomme les graines de lin parce qu'il faut les mixer, etc. Mais bon, sachez que c'est une façon d'augmenter les oméga 3. Et puis, vous avez peut-être entendu parler de la filière bleu-blanc-cœur. On en trouve dans les grandes surfaces maintenant. C'est une filière d'élevage des animaux, surtout des poulets et des porcs, qui sont élevés avec des graines de lin, justement. On donne aux animaux des graines de lin, et donc on va avoir des œufs, du jambon, du poulet, voilà, riches en oméga 3, parce que les animaux ont été enrichis, ont été élevés, nourris, avec, entre autres, bien sûr, pas seulement, mais entre autres des graines de lin. Mais il faut réduire les oméga 6 inutiles. Et ça, c'est peut-être le point le plus important qu'on oublie. Hein. Il faut manger un peu mieux de certains aliments et réduire les oméga 6 qu'on appelle inutiles, puisque je vous rappelle, il faut quand même en consommer 4 fois plus que des oméga 3. Alors les oméga 6 inutiles, ben, c'est justement les huiles de tournesol et de maïs, alors de palme encore plus. Comprenez bien, l'huile de tournesol n'est pas mauvaise pour la santé. C'est une bonne huile, mais son défaut, c'est qu'elle n'amène que des oméga 6. Or, notre problème, c'est qu'on a déjà trop d'oméga 6, pas assez d'oméga 3. Donc, quand on prend de l'huile de tournesol, on ne règle pas l'équilibre. On l'aggrave plutôt. C'est dans ce sens-là que je recommande, pour ce qui est de l'assaisonnement, je dis bien pour ce qui est de l'assaisonnement, de ne pas utiliser l'huile de tournesol ou de maïs. On va éviter les margarines. Honnêtement, les margarines n'ont aucun intérêt. Il y a zéro raison de consommer des margarines. Le beurre est un très bon aliment. Achetez du beurre bio, ça ne coûte pas beaucoup plus cher encore une fois, et mangez-en le matin, même si vous avez du cholestérol. Ça ne pose aucun problème. Je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui, j'ai écrit un livre sur le cholestérol, mais vraiment, ce n'est pas un problème du tout. Ça, je peux le défendre devant n'importe quel scientifique, parce que c'est publié. Par contre, supprimer les viennoiseries, biscuiteries industrielles, j'aurais dû rajouter, parce que vous pouvez, bien sûr, acheter de temps en temps un croissant, plutôt un croissant au beurre. D'ailleurs, les pharmacies, joli lapsus, les boulangeries font de moins en moins de croissants ordinaires à l'huile, font de plus en plus de croissants au beurre. Et bon, on peut consommer un peu de ce type d'aliments, mais essayez des produits les plus, je dirais, classiques possibles et évitez tout ce qui est viennoiserie industrielle. Donc, de la même façon, tous les autres aliments industriels à base d'huile végétale, de type huile de palme, on en a déjà parlé. La peau des volailles. La peau des volailles est très riche en graisse et ce sont surtout des oméga 6, donc il faudrait plutôt éviter. Et voilà typiquement un rayon, ça c'est le quart du rayon des margarines de mon supermarché préféré. Et je suis toujours effaré de ces tonnes de margarines. Je vous assure sincèrement, je peux défendre devant n'importe qui le fait que ces aliments-là n'ont aucun intérêt nutritionnel. Aucun. On ne peut pas me trouver une bonne raison. Je suis capable de contrer n'importe quelle raison avec des arguments parfaitement scientifiques. Ne serait-ce que le fait qu'on ne devrait pas passer notre temps à tartiner du beurre sur du pain, ça il faut le faire le matin
Et le matin, il faut manger du beurre. Mangez tous du vrai bon beurre bio le matin. C'est bon pour la santé pour plein de raisons. Je ne rentrerai pas aujourd'hui dans tous les détails. Et là, je ne vois vraiment pas d'intérêt. Alors, si on veut une margarine absolument pour le soir, parce qu'on veut se faire des tartines le soir, parce que le cholestérol, le beurre, il faut en manger le matin, mais pas le soir, normalement. Voilà. Mais ça, c'est vraiment incroyable, les tonnes de margarine qu'on vend en France. Cela dit, j'ai vu récemment un reportage, on vend quand même 3 fois plus de beurre en tonnes que de margarine, mais cela dit, c'est énorme. Et on arrive aux graisses les plus mauvaises. Juste comme ça, une petite statistique, si vous voulez lever la main, les gens qui n'ont jamais entendu parler des graisses trans ou qui ne savent pas du tout ce que c'est, juste que je me rende compte un petit peu. Ah oui, c'est beaucoup. Hein. Ça me désespère toujours, non pas du fait que vous ne le sachiez pas, mais du fait qu'on ne vous l'ait pas dit. Parce que l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, donc la grande instance qui maintenant s'appelle ANSES, a publié en 2005 un rapport, un très beau et très gros rapport sur les acides gras trans qui dit très clairement, donc c'est vraiment l'instance la plus officielle en France dans l'alimentation, les plus grands experts de nutrition en France ont dit clairement qu'il fallait réduire drastiquement les acides gras trans, on en consomme beaucoup trop. Et je constate une fois encore, parce que rassurez-vous, à chaque fois que je pose la question, c'est la même chose, même dans une population de médecins, eh bien que la communication n'a pas été faite. On n'a jamais vu un article sur ce rapport dans la presse médicale, encore moins dans la presse grand public. Donc forcément, les gens ne savent pas ce que c'est les graisses trans. Alors les graisses trans, c'est une molécule comme ça, elle est rigide, c'est comme une graisse saturée, et en plus elle a des doubles liaisons ici, bon, c'est un peu chinois peut-être pour certains, mais ça veut dire que c'est une molécule oxydable. Et de fait, c'est la graisse, c'est un acide gras, le plus toxique. Et là aussi, ce n'est pas moi qui le dis, on a même la chance d'avoir des études françaises sur ce sujet, puisque l'INSERM, là aussi une des plus grandes instances de recherche en France, a publié il y a 3-4 ans maintenant, je crois, une étude qui montre que les femmes qui consomment le plus de graisse trans font 2 fois plus de cancer du sein. Donc vous comprenez quand même qu'il faudrait se poser des questions. C'est aussi la plus mauvaise graisse pour notre risque cardiovasculaire. Voilà, donc bah oui, elle était là l'étude, pardon. Donc, et ça, excusez-moi, mais c'est l'étude officielle. Hein. Quand je fais des choses comme ça, les diapos, les mots, ce ne sont pas les miens. Les mots sont les mots de la conclusion du scientifique qui a fait l'étude. Donc, les femmes, 2 fois plus de risque de cancer du sein. Et la conclusion, c'est maladie cardiovasculaire, obésité, diabète et aujourd'hui cancer du sein. La liste des méfaits des acides gras trans ne cesse de s'allonger. Et ça, c'est les conclusions de l'expert de l'INSERM. Hein. On est bien d'accord. Donc, on a vraiment besoin de connaître, et c'est comme l'histoire de la cuisson et mon histoire de traverser en dehors des clous tout à l'heure. Les graisses trans, si vous ne savez pas que ce n'est pas bon, vous ne pouvez pas les éviter. Or, c'est probablement votre ennemi numéro 2. Tout à l'heure, je dirais qui c'est votre ennemi numéro 1. Et les sources de graisse trans, ben, qu'est-ce que c'est? C'est encore la biscuiterie-viennoiserie. Vous comprenez que biscuiterie-viennoiserie, il y a des graisses, des oméga-6 à cause de l'huile de palme, il y a des corps, les fameux corps de Maillard et acrylamide à cause de la cuisson, et maintenant il y a en plus des graisses trans. Vous comprenez quand même que c'est problématique. Les chips et équivalents, les biscuits apéritifs, le lait de vache, malheureusement, les ruminants fabriquent des graisses trans, donc les laits et les aliments qui dérivent des ruminants contiennent des graisses trans, mais ce sont des graisses trans moins toxiques, moins mauvaises que les viennoiseries et autres, parce que là, ça vient de l'huile de palme, justement, et c'est pas bon. Et donc, les graisses végétales chauffées, alors c'est vrai que les margarines modernes, ils se sont débrouillés pour les chauffer, mais pour qu'il n'y ait pas trop de graisses trans dans les margarines modernes, parce que les vieilles margarines, vous savez, ceux qui ont connu la margarine Astra, c'était bourré de graisses trans, c'était 14% d'acide gras trans, hein, c'était une catastrophe. Voilà. Donc, essayez de réduire, mais surtout, on va dire ce qui est les premiers ici, qui sont vraiment des aliments dont il faut apprendre à se méfier. Le lait. Alors, le lait, c'est toujours un grand débat épidermique, affectif, c'est toujours compliqué. Je vais essayer de rester simple et objectif sur le lait pour vous donner un petit peu ce qu'on sait. Alors, c'est peut-être le seul sujet sur lequel on n'a pas d'études formelles. Tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est totalement prouvé. Il n'y a pas de discussion à avoir. Si un médecin dit « oui, mais ce n'est pas très grave », c'est pas très grave, mais les études montrent 2 fois plus de cancer du sein avec les graisses trans, c'est quand même énorme.
Les laitages, c'est vrai qu'on n'a pas d'énormes études. On en a une importante que je vais citer tout à l'heure. Alors, les laitages contiennent des graisses saturées. On sait que les graisses saturées augmentent le risque, donc ce n'est pas forcément bien. C'est aussi une source de graisses trans. Ce n'est pas les plus mauvaises graisses trans, mais c'est quand même des graisses trans. Mais on pourrait se dire, il suffit de prendre des laitages à 0%. On n'aura plus de problème. Alors, le problème, c'est que les laitages sont aussi souvent consommés sucrés. Vous savez, c'est souvent des desserts lactés sucrés, différentes crèmes, chocolat, vanille et autres. Et le sucre, on va le voir juste après, ce qui est le dernier sujet, est aussi problématique. Le lactose peut donner des troubles digestifs. Vous savez que beaucoup d'adultes supportent mal le lactose. On dit souvent, je suis intolérant au lait. En fait, je suis intolérant au lactose, au sucre du lait. Et ça donne des flatulences, etc. Ce qui n'est pas un énorme problème en termes de cancer, mais ça joue sur notre immunité. Et puis, il peut y avoir aussi certaines personnes intolérantes aux protéines du lait, et donc on peut avoir des problèmes immunitaires, mais ça donne plutôt d'autres maladies que du cancer. Donc ça, ce n'est pas le plus important. Un des points importants dans le lait, c'est s'il contient des pesticides, des dioxines, des hormones. Pendant longtemps, on a eu trop de dioxines dans le lait, mais aujourd'hui, on a réussi à réduire l'intoxication aux dioxines, donc c'est moins problématique. On a eu beaucoup d'animaux, de vaches surtout et de veaux piqués aux hormones. On va dire qu'il y en a de moins en moins. Ils sont tous nourris avec des antibiotiques, mais ce n'est pas forcément cancérigène. Donc ce n'est pas forcément des choses très importantes. Mais, vous allez le voir après, mais je peux l'introduire comme ça, on a une étude quand même qui montre que les grands buveurs de lait font 2 fois plus de cancer de la prostate. Donc c'est pour l'homme cette fois-ci, ce n'est pas pour la femme. C'est prouvé pour l'homme. Et ça a été prouvé par au moins 2 ou 3 études qui ont été répétées. C'est-à-dire qu'on n'a pas de doute sur le cancer de la prostate. Les grands buveurs de lait font plus de cancer de la prostate. La question, c'est pourquoi? Alors on s'est dit, oui, parce que dans le lait, il y a des hormones. Or, le cancer de la prostate est très lié aux hormones. C'est suspecté pour le cancer du sein, mais ce n'est pas prouvé de façon formelle. Mais en fait, dans le lait, il y a un problème, c'est qu'il y a des facteurs de croissance. Vous savez, un veau, ça prend 250 kg, je crois, en 18 mois, ou peut-être moins. C'est un très gros corps avec un petit cerveau. Le bébé, c'est le contraire. C'est un petit corps avec un gros cerveau à 2 ans. Le lait maternel n'a absolument pas les mêmes propriétés que le lait de vache. Et en particulier, le lait de vache contient des facteurs de croissance qui permettent au veau de grossir très vite et beaucoup. Et ces facteurs de croissance, ça fait tout grossir. Et donc, quand on consomme beaucoup de lait, on consomme des facteurs de croissance. Et si on est prédisposé à faire certains cancers, eh bien, on va favoriser la croissance de la tumeur. Et on pense que c'est la principale cause qui font que l'excès de lait de vache ne serait pas bon. Voilà. Donc, du coup, les facteurs de croissance favorisent les mastoses, donc les nodules dans les seins. Et la mastose fait le lit du cancer, pour ce qui est du cancer du sein. Voilà. On sait qu'il y a plus de cancer du sein dans les pays où on consomme beaucoup de laitage, mais c'est peut-être un hasard, on ne peut pas tirer une conclusion définitive. Et pour le cancer de la prostate, par contre, c'est prouvé. Donc en pratique, on va essayer de réduire les laitages de vache, peut-être, surtout si vous avez des risques de cancer. Honnêtement, dire aujourd'hui que chez un sujet lambda qui n'a pas de risque particulier, il faut absolument arrêter le lait de vache, c'est vrai pour certaines maladies, mais pas pour le cancer. Par contre, si vous avez un risque important, pour les femmes, si vous avez une mastose, pour les hommes, si vous avez un PSA, une prostate un peu grosse, etc., probablement il faut réduire le lait de vache. Peut-être conserver les laitages des petits animaux, parce qu'une chèvre, une brebis, ça n'a pas autant de facteurs de croissance, c'est des petits animaux. Donc c'est probablement moins gênant. Et puis, on arrive au dernier point. Moi, je ne suis pas un anti-lait absolu. Il y a des gens dans le domaine de l'homéo, des naturaux, qui sont absolument anti-lait. Je le suis quand il y a certaines maladies, mais chez quelqu'un qui veut juste faire de la prévention, juste bien manger, ou si on me demande, je fais beaucoup de nutrition chez les enfants, il n'y a pas de raison d'arrêter les laitages s'il n'y a pas d'eczéma ou s'il n'y a pas d'allergie ou d'otite. Mais à condition de bien les choisir. Plutôt bio si possible. Et si vous prenez des fromages, des AOC, appellation d'origine contrôlée. Pourquoi? Parce que quand c'est un AOC, vous êtes sûr, c'est obligatoire, que la vache a brouté l'herbe de la région. Sinon, vous allez acheter des camemberts fabriqués en Normandie, c'est marqué, fabriqués en Normandie, sauf qu'ils sont fabriqués en Normandie avec du lait qui vient de Chine. 50% des fromages fabriqués en Normandie le sont avec du lait qui vient de Chine. Et là, quand vous commencez à voir les fermes chinoises, les élevages en Chine, comme d'ailleurs dans certaines fermes des États-Unis, qui sont exactement le modèle qu'on a voulu refaire dans la ferme aux 1000 vaches, vous savez, dans le Nord, c'est des fermes sans herbe, elles sont élevées uniquement à l'ensilage.
donc ça crée beaucoup de fermentation, et sans parler d'éventuels pesticides qu'il peut y avoir dans l'ensilage. On se pose vraiment des questions sur ce qu'il y a vraiment dans le lait. Moi, je fais partie des gens qui disent « ce lait, c'est un aliment industriel, c'est même pas un aliment naturel ». Quand je vous dis qu'il faut éviter les aliments transformés, le lait qui est issu des vaches élevées dans ces conditions n'est plus un aliment naturel. Parce qu'on ne peut mettre dans le lait que ce qu'on mange. Et les vaches sont nourries à l'ensilage, aux antibiotiques, et avec de l'ensilage, c'est-à-dire des tourteaux de soja, donc c'est d'abord que des oméga-6, mais en plus qui sont cultivés, ces tourteaux de soja et de maïs, c'est cultivé avec des pesticides. D'accord? Donc forcément, dans le lait se retrouvent un certain nombre de molécules qui deviennent problématiques. Donc n'arrêtez pas forcément les laitages de vaches, mais choisissez vos laitages. Le lait, c'est le pire, le lait. Le lait, c'est vrai pour les bébés éventuellement, encore il vaut mieux le lait maternel évidemment, mais les adultes n'ont pas de raison de boire du lait en quantité importante, et encore une fois, les grands buveurs de lait font plus de cancers. Mais par contre, du fromage, ça peut être intéressant, du bon beurre, ça peut être intéressant pour la santé, il y a des choses intéressantes, il y a le calcium entre autres, pas seulement, mais en quantité raisonnable et choisie. Et pour choisir les fromages, c'est simple, prenez des AOC, vous serez à peu près sûr que c'est des fromages de qualité. Je ne parle pas des laitages industriels. Les laitages, ce qu'on appelle les laitages végétaux, qui n'ont d'ailleurs pas le droit au terme de lait, hein, les laits de soja, les laits d'amande, etc. On parle de boissons au soja, boissons à l'amande. Ça, c'est très intéressant. Et tout ça, évidemment, est une question de quantité aussi. Bon, il y a d'autres critères à prendre en compte. Et on arrive à votre ennemi numéro 1, ce qu'on explique en détail dans le livre. S'il y a... Je vois que je fais des conférences sur la nutrition, on me demande d'ailleurs quel est l'aliment qu'il faut éviter le plus possible, quel est le plus embêtant pour notre santé, c'est le sucre. Le sucre, c'est la cause de l'obésité, c'est la cause du diabète, c'est la cause du cancer, en numéro 1. Il y a d'autres, on vient d'en voir d'autres, mais en numéro 1. Et on sait pourquoi. C'est largement publié, il y a même eu un prix Nobel dans les années 50 pour expliquer pourquoi le sucre était favorable au cancer. Donc là aussi, on n'a pas à discuter, on est sûr. Et d'ailleurs, c'est une des explications, la principale explication qui est donnée sur le fait que le poids augmente le risque de cancer. Ça, c'est une certitude, personne ne doute là-dessus de ça. La plupart des cancers sont favorisés par le surpoids et c'est à cause du sucre et de l'insuline. Donc voilà, par exemple, une association, une étude qui avait prouvé l'association entre diabète de type 2 et cancer du sein en faveur de l'hypothèse, c'est cette fameuse hypothèse dont je vous parle, selon laquelle l'hyperinsulinisme est un facteur de risque du cancer. Pourquoi? Pour deux raisons. Le sucre va nourrir les cellules cancéreuses parce que la cellule cancéreuse est une cellule très particulière qui utilise mal l'oxygène parce que sa mitochondrie fonctionne mal et elle se nourrit de sucre et de la fermentation des sucres. C'est le prix Nobel dont je vous parlais, c'est là-dessus. C'est sur le mécanisme de croissance des tumeurs grâce à la fermentation. Donc déjà, le sucre par lui-même nourrit la cellule cancéreuse spécifiquement. Mais en plus, 80% des cellules cancéreuses ont des récepteurs à l'insuline sur leur membrane. Et quand vous fabriquez de l'insuline, vous stimulez la cellule cancéreuse. Plus vous mangez de sucre, plus vous fabriquez d'insuline, plus vous stimulez. L'insuline est un facteur de croissance, en fait. Et les gens qui ont une obésité ont ce qu'on appelle une résistance, ont un hyperinsulinisme, c'est-à-dire ils sécrètent beaucoup d'insuline. Donc, et c'est pour ça qu'ils font plus de cancer. Donc ça, c'est une certitude, c'est quelque chose d'absolument scientifiquement prouvé. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire, en fait. Voilà, j'avais oublié qu'il avait fait la diapo. Donc le but, c'est de limiter l'hyperinsulinisme. Pour limiter l'hyperinsulinisme, la première des choses, c'est d'essayer de perdre du poids. C'est pour ça que l'activité physique joue un rôle. L'activité physique permet de réduire l'hyperinsulinisme et c'est certainement une des raisons pour lesquelles c'est un des premiers traitements préventifs du cancer. Voilà. Donc pour ça, il faut réduire les sucres. Surtout les sucres rapides. Vous savez, les sucres rapides, c'est ceux qui pénètrent vite dans le sang. Plus le sucre rentre vite dans le sang, plus on est obligé de sécréter de l'insuline. Donc ça, c'est un point très important. Alors les sucres rapides, c'est d'abord ceux qui ont le goût de sucre. Le sucre que vous mettez dans le café ou dans le yaourt, les sirops, la confiture, etc. Évidemment, les sodas. J'adore rappeler que un litre de soda, ça contient 25 morceaux de sucre. Hein. Donc voilà, une canette de 33 centilitres, c'est 8 morceaux de sucre, les gros morceaux de sucre. Hein. Donc vous voyez que c'est quand même pas négligeable. Mais
Juste derrière arrive le pain blanc. Le pain blanc, c'est du sucre pur. Et réellement du sucre pur. Et là aussi, j'aime rappeler qu'une baguette de pain, c'est 25 morceaux de sucre. Une baguette de pain égale 1 litre de soda. D'accord? Donc, c'est vraiment beaucoup de sucre, et du sucre qui va très très vite dans le sang, le pain. Très très vite aussi. Malheureusement, la biscuiterie, viennoiserie, pâtisserie, encore une fois, c'est du sucre. Vous voyez à quel point, pourquoi je suis un peu ennemi de tout ce qui est biscuiterie et viennoiserie. Ce n'est pas une lubie comme ça, parce que j'ai des envies de nutrition naturelle. C'est vraiment parce qu'il y a plein de choses gênantes dans cette biscuiterie et viennoiserie. Du sucre, des graisses trans, des réactions de Maillard, etc. Donc des oméga-6, etc. Et les pommes de terre. Les pommes de terre sont un sucre assez rapide, surtout la purée. Donc ça dépend comment vous consommez les pommes de terre. Par exemple, une pomme de terre dans la soupe, c'est excellent, c'est un sucre lent parce qu'il y a les autres légumes. Mais si vous mangez beaucoup de purée, par exemple, ou de pommes de terre au four, c'est un sucre plutôt un peu rapide. Et voilà, toujours mes rayons préférés que j'aime photographier, qui sont des rayonnages entiers de biscuiterie, viennoiserie. C'est impressionnant ce qu'on peut en avoir dans nos grandes surfaces. Alors, évidemment, le sucre, je ne l'ai pas dit, c'est un aliment plaisir. Et le plaisir, c'est important. Donc, je ne suis pas en train de vous dire, c'est vraiment, voilà, vous allez rentrer dans un monastère parce qu'il faut vous priver de toutes les bonnes choses. Vous avez le droit à une bonne côte de bœuf au barbecue. Vous avez le droit de manger un croissant de temps en temps. Voilà. Mais essayez de ne pas le faire trop souvent. Moi, mon problème, c'est les gens qui achètent les petits pains au lait par 20 en grande surface, là, vous savez, en sac plastique, et qui mangent 3 pains au lait tous les matins parce qu'ils pensent que c'est bon ou parce que simplement ils aiment ça et qu'ils ne se posent pas de questions. C'est ça, moi, ce que je veux simplement, c'est responsabiliser les gens, leur expliquer quelles sont les choses qui sont sans risque, quelles sont les choses qui ont des risques, et après, moduler un petit peu notre alimentation en fonction de ça. Alors non, donc on n'a pas besoin de rentrer dans un monastère. On peut manger plein de bonnes choses. On peut aussi faire plein d'autres choses que de manger, parce que bon, c'est vrai qu'on est dans un pays où le plaisir de la table est quand même quelque chose d'important, et je trouve ça moi assez sympathique en l'occurrence, parce que dans les pays où il n'y a pas cette culture culinaire, cette culture gastronomique, on mange encore plus mal. Ne croyez pas. Vous savez, on parle souvent du French paradox. Vous avez certainement entendu parler du French paradox. C'est le paradoxe qu'ont mis en évidence les Américains en disant c'est quoi ces Français? Ils mangent gras. Alors ils prenaient surtout la région toulousaine comme exemple, où on mange du foie gras, où on mange... C'est incroyable, ces Français, ils mangent gras et ils ont moins d'infarctus que nous. À l'époque, on considérait que c'était les graisses qui étaient les principales causes. Et alors on appelait ça le French paradox. Eh bien, une des raisons du French paradox, parce que ça a été étudié, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons de ce French paradox, c'est que on a une alimentation beaucoup plus diversifiée, donc beaucoup plus riche en antioxydants. Et quand on a comparé, on a fait des études assez amusantes sur le modèle américain et le modèle français, eh bien, quand les Américains mangent 25 aliments différents, nous on en mange 250. Oui. Donc, et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas rejeter cette culture gastronomique et culinaire, il faut au contraire l'entretenir, parce que c'est ce qui permet d'avoir une alimentation diversifiée. Une alimentation diversifiée, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça que je vous disais, l'objectif, ce n'est pas de supprimer tout, c'est de réduire les aliments les plus mauvais, de manger plus d'aliments bons pour la santé et diversifier son alimentation. Voilà. Donc, voilà. Et peut-être quand même, par contre, manger un peu moins. Et qu'est-ce qu'on peut manger, justement? Parce que je vous ai montré les 5 éléments principaux négatifs, mais il y a des éléments positifs. Évidemment, les légumes et crudités, parce que c'est bourré d'éléments positifs. Il y a des oligo-éléments, des vitamines, des antioxydants, des fibres, et en plus, il y a peu de calories. Donc, c'est parfait. Les protéines maigres de qualité. Parce que c'est sûr que si on veut réduire les sucres, il va falloir manger quand même quelque chose. On ne peut pas manger que des légumes. Et les protéines de qualité. Donc effectivement, vous comprenez à travers ça que je ne suis pas un défenseur du végétarisme à tout prix, mais on peut faire un végétarisme intelligent et équilibré. Cela étant, sinon, les protéines maigres sont vraiment intéressantes. On a vu que les poissons étaient importants pour les oméga 3, mais il y a beaucoup d'autres choses. Les œufs, si on les supporte bien, sont très intéressants, la volaille bien sûr. Les légumes secs, qui sont des aliments qui apportent des glucides, il en faut un peu, et des protéines végétales sont très importants. Beaucoup de fibres dans les légumes secs, donc c'est des sucres très lents, donc c'est très bon pour la santé.
Les céréales complètes, je vous l'ai dit tout à l'heure, si c'est complet, ça doit être biologique. Alors, on met dans les céréales le quinoa, ce n'est pas vraiment une céréale, mais bon, c'est assimilé, le riz, le boulgour, le kamut. On a beaucoup de céréales très sympathiques et très agréables. Et les oléagineux. On a beaucoup d'aliments gras végétaux qui sont excellents pour la santé. En numéro 1, c'est les oléagineux. Les amandes, les noisettes, les noix de cajou, les noix de macadamia, etc. C'est vraiment excellent pour la santé. On devrait en manger beaucoup plus. Les huiles végétales, on en a parlé tout à l'heure, il faut manger des oméga 3, donc on va les trouver dans les huiles végétales de qualité. Bio, évidemment, première pression à froid. Et on peut manger un peu de fruits. Je dis un peu parce que si on a un risque, alors ça c'est très important, on peut manger beaucoup de fruits si on n'a pas de problème de santé particulier. Mais les fruits, c'est très sucré. En plus, trop de fructose, ce n'est pas excellent pour le pancréas. Donc il ne faut pas non plus tomber dans le piège, dire on va manger beaucoup de fruits. Les fruits, vous savez, il y avait une règle, on disait c'est 5 fruits et légumes, mais c'est faux. Il ne faut pas manger 5 fruits et légumes, il faut manger 3 légumes et 2 fruits. Parce que 5 fruits et légumes, certains traduisent 5 fruits. Et 5 fruits, sincèrement, ce n'est pas une bonne idée. On peut manger des fruits, alors, mais en quantité relative. Par contre, ça dépend de quels fruits. Et par exemple, il y a des fruits anti-cancer extraordinaires, par exemple les baies rouges. Là, on va commencer à arriver dans la saison des baies bientôt. Les petits fruits rouges, c'est les plus beaux aliments santé que je connaisse. Il y en a quelques autres aussi, mais alors ceux-là, il ne faut vraiment pas les rater. Donc faites des orgies de mûres, de myrtilles, de framboises. Ce sont des concentrés d'antioxydants, excellents pour les yeux, excellents pour les artères et excellents pour le cancer. Hein. Voilà. Si vous aimez, vous pouvez prendre aussi après faire des jus de myrtille, etc. Voilà. Du cacao, le chocolat est un grand antioxydant et le cacao est très intéressant. Il faut pas, on parlait du plaisir, pour ceux qui aiment en plus, qui sont un peu chocolatomanes. Voilà. Par contre, on va prendre du chocolat pas sucré. Alors surtout pas du chocolat au lait, ça, malheureusement je suis désolé, le chocolat au lait il faut l'oublier parce que le lait détruit les antioxydants du chocolat, ça a été prouvé, comme le thé au lait, si vous mettez du lait dans le thé, vous détruisez, vous inhibez en fait, vous inhibez les antioxydants du thé. Donc il faut du chocolat noir et si possible le moins sucré possible. Alors quand il n'y a pas de problème de cancer, quand il n'y a pas de problème de risque important, on peut commencer à 70%. Et puis si on a des risques un peu plus importants en termes de cancer, ou si on a déjà eu un cancer, on va plutôt prendre des chocolats à partir de 85. Et puis tout ce qu'on appelle les simples, ce qu'on appelait les simples à une époque, les herbes, aromates, épices, qui sont les autres concentrés d'antioxydants, le curcuma, le paprika, le cumin, la ciboulette, l'ail, l'oignon, qu'on peut mettre dans les légumes ou dans les épices. Ça, il faut enrichir notre alimentation. Et c'est aussi ça, le French Paradox, pour tout vous dire, c'est que nous, on a une alimentation très riche en épices, en aromates. Il y a d'autres traditions. En Inde, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup d'épices et d'aromates en Asie qui protègent vraiment. Vous savez que c'est des peuples qui ont des risques de cancer, pour certains endroits en tout cas, bien moindres qu'en France. Alors, vous avez ce qu'on appelle les alicaments. Ce n'est pas un mot que j'aime beaucoup, parce que c'est l'association aliments-médicaments, mais on peut appeler ça comme ça. Il y a des aliments qui ont des propriétés quasi aussi importantes que des médicaments. C'est les crucifères. Les crucifères, c'est les choux, et surtout le brocoli. Mais tous les choux sont bons. En numéro 2, d'ailleurs, après le brocoli, je mets la choucroute. Le chou fermenté est très intéressant. C'est bourré d'antioxydants, mais tous les choux sont bons. Bon, après, il faut les supporter, il faut les digérer, il faut les aimer. Et les brocolis en numéro 1, parce qu'il y a des antioxydants très spécifiques dans le brocoli qu'on ne trouve pas ailleurs. La sauce tomate, elle est spécifique du cancer de la prostate. Hein. C'est uniquement pour ça, parce qu'elle est bourrée de lycopène. Et pour la prostate, l'élément de prévention numéro 1, c'est le lycopène. On a même démontré que les grands mangeurs de pizza font moins de cancer de prostate. C'est une étude qui a été faite en Italie, c'est amusant, parce que c'est quand même pas l'aliment peut-être le plus sain du monde, mais on sait que les grands mangeurs de pizza font moins de cancer grâce à la sauce tomate. L'ail, l'oignon, le gingembre, extraordinaire. Il faut, suivant si vous aimez et vous tolérez, l'ail cuit marche presque aussi bien. Hein. L'ail cru, il a un avantage supplémentaire, il y a les huiles essentielles, il est antibiotique. On perd cet effet antibiotique dans l'ail cuit en partie, mais au moins il est plus digeste. Donc vraiment, mettez de l'ail, de l'oignon partout. Le gingembre, j'aime le citer parce qu'il est moins traditionnel chez nous, on n'y pense pas forcément dans la cuisine, mais c'est vraiment un très grand antioxydant anticancéreux, très intéressant. Toutes les herbes et aromates, à commencer par le curcuma, mais
toutes les autres aussi. Pensez au paprika, au piment doux, si vous le tolérez, et c'est des antioxydants très intéressants. Les fruits rouges, je vous l'ai dit tout à l'heure, les baies, toutes sont bonnes, donc allez-y. En plus, on va dire souvent, on a la chance que ces baies poussent sans pesticides. Hein, on met assez peu de produits chimiques sur ces produits. On peut en avoir dans le jardin pour ceux qui ont un jardin, c'est plus difficile. Les graines de lin, on en a parlé déjà. Le thé vert, spécialement le thé vert. Le thé noir n'est pas mauvais, mais il est un peu moins bon que le thé vert. Et le thé vert a vraiment des propriétés anti-cancer prouvées, là aussi. Pardon, voilà. Donc ça, si vous voulez le noter. Et il ne faut pas hésiter à mélanger tout ça, à consommer tout ça régulièrement, en fonction des saisons, en fonction de vos habitudes, de vos goûts. On est vraiment sur des aliments qui ont un effet thérapeutique direct. Donc, il faut manger tout ça. Et on parle souvent des antioxydants. Et souvent, vous avez peut-être lu des articles, vous avez vu des produits. On parle toujours un peu des mêmes choses quand on parle des antioxydants. On parle du sélénium, du zinc, de la vitamine C, de la vitamine E, du bêta-carotène. Et c'est très critiqué parce que, en fait, ce ne sont pas les plus importants antioxydants. Les antioxydants les plus importants sont les flavonoïdes. Et les flavonoïdes, c'est quoi? C'est les végétaux. C'est tout ce qu'on vient de voir, en fait. C'est bourré de flavonoïdes. Les légumes, le thé, etc. Donc, je vais m'arrêter sur 3 ou 4. Normalement, c'est bon. Oui. Sur 3 ou 4, pour vous montrer qu'il y a vraiment des travaux et pour vous montrer à quel point c'est utile et comment les utiliser. Le curcuma, il y a 25 études. Il y a 250 études sur le curcuma. Mais vraiment, on a montré dans plein d'études que le curcuma était actif à tous les niveaux de la carcinogénèse. Alors, vous ne savez pas forcément ça, mais il y a 3 niveaux d'évolution du cancer. L'initiation, qui commence très tôt, parfois 20 ans avant le cancer. La promotion, qui commence en général entre 3 et 5 ans avant l'apparition du cancer, avant le diagnostic du cancer. Et là, il commence à grossir, on va commencer à pouvoir le voir. Et puis la progression, là, c'est quand le cancer est devenu visible et qu'il évolue malheureusement. Eh bien, le curcuma agit aux 3 stades. Et c'est très intéressant parce que s'il agit au niveau de l'initiation, ça veut dire qu'on peut peut-être enrayer un cancer avant qu'il apparaisse réellement. Donc le curcuma, c'est vraiment intéressant. Par exemple, il a été prouvé que chez la personne qui fume, eh bien, consommer du curcuma réduit l'effet cancérigène du tabac. Alors évidemment, le plus efficace, ça serait d'arrêter de fumer. Mais comme je dis souvent à mes patients, ce n'est pas parce que vous fumez qu'on ne va pas vous aider. Les gens qui fument, on peut les aider. Et le curcuma, c'est une façon de les aider à réduire leur risque, jusqu'à ce qu'ils arrivent à arrêter le tabac, puisque évidemment, c'est l'objectif essentiel. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a même des travaux sur le curcuma qui montrent que quand le cancer est là, est en progression, eh ben le curcuma peut agir sur sa régression. Ça veut dire qu'il faut vraiment, si on a un cancer, consommer du curcuma, sauf au moment des chimiothérapies. On l'a expliqué dans le livre, parce que certaines chimiothérapies ne font pas bon ménage avec le curcuma. Donc c'est le seul moment où on va réduire la consommation de curcuma. Mais sinon, il faut vraiment consommer du curcuma, je dirais pas le plus possible, en quantité suffisante. Et la quantité, elle est simple. Hein. C'est une cuillère rase par jour. Ce n'est pas une grosse quantité, hein, 3-4 grammes. Hein. Les flavonoïdes, alors le curcuma, ce n'est pas un flavonoïde, c'est un polyphénol. Bon, ça c'est des histoires de chimistes, mais les flavonoïdes qu'on trouve dans tout ce qui est légumes, crudités, etc., là aussi, il y a des milliers d'études, hein, vraiment des milliers, hein, où on voit des actions antivirales, antitumorales, anti-inflammatoires, anti-allergiques, et donc anticancéreuses. Et un de ceux qui a été énormément étudié, c'est le thé vert. Vous en avez souvent entendu parler, je pense, et c'est une réalité. Le thé vert, ça contient un truc qui s'appelle l'épigalocatéchine. Alors ça fait bien là aussi, c'est comme les acrylamides tout à l'heure, ou les hydrocarbures polycycliques, vous voyez, c'est des mots faciles à passer dans la conversation. Donc l'épigalocatéchine 3-galate même d'ailleurs, pour être très précis, c'est l'antioxydant numéro 1 de thé vert, mais ce n'est pas le seul. Mais c'est celui qu'on dose, et c'est intéressant parce qu'il y a 30 mg de GCG, d'épigalocatéchine dans une tasse. Eh bien, ce fameux épigalocatéchine, GCG, eh bien, il est 200 fois plus puissant
que la vitamine E en termes de puissance antioxydante. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, quand on veut vous vendre des gélules avec de la vitamine C, de la vitamine E, du zinc, du sélénium, je vais être très sincère, ce n'est pas génial. Ce n'est pas inintéressant, mais ce n'est pas des produits extraordinaires. Et il y a des scientifiques qui critiquent cette approche-là, qui est une approche réductrice des antioxydants, parce que les antioxydants, c'est très important, mais les antioxydants les plus importants, ce sont les végétaux. Le curcuma, le thé vert, parce qu'on a des puissances antioxydantes bien supérieures aux vitamines. Et, par exemple, la vitamine E, si on en donne un peu, si on donne la bonne quantité, c'est protecteur. Mais si on en donne beaucoup, c'est pro-carcinogène. Et ça a été démontré par certaines études. Donc, pareil pour le zinc. Si on prend trop de zinc, on peut augmenter le risque de métastase quand on a un cancer. Alors qu'avec les flavonoïdes, zéro risque. Il n'y a pas une seule étude négative sur les flavonoïdes. Vous ne pouvez pas faire d'erreur, vous ne pouvez pas faire d'excès. Donc, commencez par enrichir votre alimentation, votre assiette en antioxydants. Et éventuellement, il existe d'ailleurs des comprimés, des compléments alimentaires riches en polyphénol, en flavonoïdes, qui peuvent être utiles si on n'arrive pas à en manger assez. L'autre élément, c'est le resveratrol. Le resveratrol, on va le trouver dans le raisin, dans le pépin de raisin et donc dans le vin. Alors, le vin rouge contient du resveratrol. Mais il y a aussi, on en trouve aussi dans les baies dont on parlait tout à l'heure. Et là aussi, le resveratrol agit aux 3 stades de la cancérogénèse, comme le curcuma. Donc c'est un autre produit important. Et les baies rouges en contiennent des anthocyanes, qui sont donc ces antioxydants très très puissants. C'est très intéressant. Et je ne sais plus, parce que comme je fais souvent cette conférence, là je l'ai réduite pour le temps, je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier, mais j'aime beaucoup m'arrêter 2 secondes sur les caroténoïdes pour que vous compreniez à quel point vous devez consommer des choses naturelles. Les caroténoïdes, vous connaissez ce mot à travers le bêta-carotène. Vous avez forcément entendu un jour parler du bêta-carotène qu'on trouve dans la carotte, c'est bien pour la vision, ça donne les cuisses roses, mais c'est un grand antioxydant. Par contre, il faut que je me méfie parce que ça dépend, je ne sais plus toujours si j'ai mis toutes les diapos ou pas. Par contre, si vous ne mangez que du bêta-carotène, eh bien, consommer que du bêta-carotène augmente le risque de cancer chez le fumeur, par exemple. C'est prouvé. Sauf que vous aurez parfois des scientifiques qui vont dire « Oh là, surtout pas de bêta-carotène, c'est prouvé, ça augmente le risque de cancer. » Mais le bêta-carotène n'existe pas seul dans la nature. C'est impossible de consommer du bêta-carotène si vous n'utilisez pas du bêta-carotène de synthèse dans une gélule. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce qu'on se rend compte que la nature a très bien prévu les choses. C'est comme pour la vitamine E, mais je ne suis pas rentré dans les détails. Tout à l'heure, je vous ai dit, trop de vitamine E, ce n'est pas bon. C'est surtout quand elle est de synthèse. Eh bien, on a montré que les caroténoïdes réduisent le risque de cancer. Par exemple, cette étude, c'est le cancer du sein. Mais à condition qu'il y ait des alpha-carotènes. Donc, je vais vous dire quoi? Je vais vous dire, surtout ne prenez pas de bêta-carotène en gélule s'il n'y a que des bêta-carotènes. Par contre, s'il y a des caroténoïdes, et là aussi, on va en retrouver justement dans les baies rouges, mais aussi dans d'autres aliments comme la carotte, le potiron, etc., dans le brocoli. On ne sait pas ça, le brocoli, il est vert, mais il est bourré de caroténoïdes, le brocoli. Eh bien, si l'aliment est naturel, s'il y a de l'alpha-carotène, c'est toujours protecteur. Mais ne prenez pas de bêta-carotène de synthèse, ne prenez pas de gélules riches en bêta-carotène de synthèse. Et voilà, donc là, on a beaucoup de preuves sur les caroténoïdes. Et ça, c'est très important. Donc, pour avoir une action antioxydante et préventive des tumeurs, il est nécessaire de prendre le bêta-carotène sous ces 2 formes, cis et trans, c'est-à-dire comme on le trouve dans la nature, et surtout dans sa naturelle synergie avec les autres caroténoïdes. Alors là aussi, c'est des noms barbares, alpha-carotène, lutéine, zéaxanthine, cryptoxanthine. Bon, le bêtatène, c'est une molécule particulière, j'aurais dû l'enlever ça. Mais c'est juste pour dire, dans la nature, le bêtatène, en fait, c'est un extrait d'algues. J'allais vous dire, si vous utilisez des caroténoïdes en gélule, il faut que ça soit ou tiré de la carotte ou des légumes, donc un extrait, mais ce n'est pas très concentré, ou alors un extrait d'algues. Et les algues sont très riches en caroténoïdes. Et là, on a une action antioxydante. Si on n'a que du bêta-carotène de synthèse, on a une action pro-oxydante. Pour conclure sur l'alimentation,
je vous ai dit, je ne suis pas un grand fanatique de l'alimentation bio. C'est vrai que le bio amène un petit peu plus de vitamines, mais ce n'est pas forcément très important. Par contre, évidemment, le bio évite d'avoir des molécules chimiques, des pesticides, et ça, c'est important. Donc, si on peut manger un peu plus bio, c'est certainement mieux, sans aucun doute. Après, bon, il faut le faire en fonction du coût. Et j'adore finir sur ce proverbe, parce que beaucoup de médecins négligent, et je le regrette, parce que vous avez vu quand même que tout ce que je vous ai dit est prouvé par la science. Donc on a des études qui nous disent il faut, c'est mieux de faire ça. Et on dit toujours oui, mais l'alimentation, ça ne va pas vous guérir d'un cancer. C'est vrai, l'alimentation ne va pas vous guérir d'un cancer, mais l'alimentation a une place énorme dans la prise en charge du cancer. Énorme. Et donc, comme le dit ce proverbe, ce n'est pas parce que ça paraît comme ça un petit peu accessoire par rapport à une chimiothérapie, à une radiothérapie, qu'il faut négliger l'alimentation. Au contraire, c'est souvent grâce à ça qu'on s'en sort le mieux. Si vous voulez avoir des informations, en dehors du livre que j'ai écrit, je vous recommande fortement le livre de David Servan-Schreiber, Anti-cancer, qui décrit très en détail certains domaines de la nutrition. Alors, il parle de certains sujets sur lesquels il a plus insisté, par exemple les baies rouges. Nous, on en a parlé bien sûr, parce que c'est énorme, mais on a moins insisté que lui. Par contre, nous, on va travailler, on a beaucoup plus insisté sur le sucre, parce qu'à l'époque, quand David a écrit ce livre, c'était, on va dire, la notion de sucre était connue, mais elle était moins mise en évidence que maintenant. Voilà, et donc, je vais vous dire un mot juste pour vous expliquer le régime cétogène, parce qu'on en parle beaucoup, donc peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. Tout ce que je vous ai dit, jusqu'à maintenant, c'est vrai pour tout le monde. Vous voulez faire de la prévention du cancer, tout ce que je vous ai dit est valable. Vous avez eu un cancer, quelqu'un a eu un cancer dans votre entourage et il veut faire de la prévention pour limiter sa récidive, tout ce que je vous ai dit est valable. Si on a un cancer évolutif, si on a un cancer actuellement, tout ce que je vous ai dit est valable aussi. Mais on peut faire un pas de plus vers une nutrition thérapeutique. Et donc ce que je vais vous raconter maintenant, ce n'est pas pour quelqu'un qui est en bonne santé ou qui veut faire de la prévention, c'est pour quelqu'un qui est malade, on est bien d'accord.